petit survol. Maintenant, pourquoi un nouveau plan d'urbanisme? Eh bien, en 2012, la communauté métropolitaine de Montréal adoptait un nouveau PMAD, alors le plan métropolitain d'aménagement et de développement, lequel était surtout axé sur 3 volets: le transport, la densification des territoires, ainsi que la conservation des milieux humides et naturels. Par la suite, une fois que ce plan-là métropolitain est adopté, toutes les agglomérations et les MRC composant la communauté métropolitaine de Montréal avaient un certain délai afin de rendre leur outil de gestion de territoire conforme aux exigences du PMAD. Et le 19 décembre 2016, l'agglomération de Longueuil adoptait et rentrait en vigueur le nouveau schéma d'aménagement et de développement de la ville de Longueuil. Maintenant, les villes qui composent chacune des MRC doivent obligatoirement mettre à jour leur plan d'urbanisme et leur réglementation. Alors, c'est comme une pyramide. Alors, notre réglementation doit être conforme autant au niveau du plan d'aménagement que du plan métropolitain d'aménagement et de développement. On se souviendra qu'en 2014-2015, il y a eu la vision stratégique 2035 qui a été faite. Il y avait 6 grands axes qui ont été développés. Premièrement, les milieux naturels et intégrés. Il y avait la question des quartiers de qualité, milieux agricoles protégés et activités agroalimentaires de proximité, milieux d'activités économiques de travail attractifs et durables, et finalement les milieux communautaires, naturels et de loisirs dynamiques et adaptés. Et le tout était regroupé naturellement sous l'importance de la mobilité et de l'accessibilité efficiente. Le plan d'urbanisme a été rédigé en tenant compte de ces 6 grands axes de développement. Un peu au niveau de la démarche, le tout a commencé après la vision stratégique en janvier 2016, un mandat qui a été donné à la firme d'urbaniste Atelier Urbain pour nous accompagner. Alors, il y a eu au départ, en janvier 2016, une démarche qui visait à faire une analyse préliminaire des objectifs requis au niveau du schéma d'aménagement. Il y a eu une version préliminaire du plan d'urbanisme qui a été rédigé, et ainsi que des versions préliminaires des programmes particuliers d'urbanisme. Ça s'est fait entre le mois de janvier et de mai de l'année dernière. Au mois de mai, il y a eu différents comités de la municipalité ont été invités aux présentations et à donner leurs commentaires sur les documents qui ont été préparés. Il y a eu une vision préliminaire aussi des règlements qui a été faite au mois de juin et août, les versions finales au mois de août et décembre, et l'adoption des règlements ont été faites en janvier dernier par le conseil municipal le 16, et on a rendu à la période de consultation publique hier et ce soir. Maintenant, les étapes à venir. Alors, pour mesure, qu'est-ce qui arrivera au niveau du plan d'urbanisme? Alors, on est à l'étape de consultation publique. Après, il y aura l'adoption de la version finale du plan d'urbanisme et des programmes particuliers d'urbanisme par le conseil. C'est prévu au printemps 2017. Par la suite, naturellement, on doit soumettre tous ces documents-là à l'agglomération de Longueuil afin que le schéma d'aménagement. Et après ça, il y a une approbation par le plan de l'agglomération, alors une officialisation de la conformité. Et le tout rentre en vigueur, on prévoit vers l'été 2017. Maintenant, les documents qu'on voit plus quand vous venez au niveau de la municipalité, dans l'urbanisme, c'est un document que vous pouvez toujours consulter, mais ce n'est pas celui qui sert d'outil quotidien. Alors, c'est le règlement de zonage et de lotissement. Alors, les autres suivent aussi l'étape. On se suit en même temps au niveau du plan d'urbanisme. Alors, l'adoption de la version finale des règlements après la consultation de ce soir, alors vers le printemps 2017. Après ça, il y a une vérification au niveau du schéma d'aménagement par l'agglomération de Longueuil. Alors, le plan d'urbanisme et les règlements doivent faire l'objet d'une vérification au niveau de l'agglomération de Longueuil. Par après, il y a une période d'enregistrement où les citoyens peuvent demander la tenue d'un registre afin d'assurer la conformité du règlement de zonage et de lotissement. Après ça, il y a un examen possible par la commission municipale, dont les citoyens aussi peuvent demander à ce que la commission municipale
vérifier certains éléments de conformité. C'est un droit qui est offert aux citoyens, qui est possible pour les citoyens. Finalement, après toute cette démarche-là, il y a l'approbation des règlements par l'agglomération de Longueuil et finalement l'entrée en vigueur des nouveaux règlements qui devraient concorder environ aux mêmes dates que l'entrée en vigueur du nouveau plan d'urbanisme. Merci. Merci, M. Larault. Donc, on va prendre quelques instants pour vous expliquer le déroulement de la soirée. Je vais, dans quelques instants, vous présenter le déroulement et les modalités de l'exercice de consultation. Suivra une présentation sommaire du plan d'urbanisme par Mme Pagé. Après ça, on va passer à la présentation des 4 programmes particuliers d'urbanisme. Donc, ce sera Mme Fortin et M. Larose qui vont faire cette présentation-là. En tout, on a plus ou moins 45 minutes de présentation. Il y a beaucoup de matière. Donc, pour ceux qui étaient là hier, vous le savez. Je vous invite peut-être à prendre des notes sur vos questions ou commentaires pendant que vous écoutez effectivement cette présentation-là pour la période de questions qui va suivre. Donc, à 20h, on prend une pause de 15 minutes. Pendant cette pause, ceux qui ont l'intention d'intervenir ou poser des questions durant la période qui va suivre, on vous demande d'aller vous inscrire. Donc, il y aura une table d'inscription qui est en fait juste à côté de la porte d'entrée. Il suffira simplement de donner votre nom. Et on appellera à ce moment-là les gens à tour de rôle pendant la période de questions et de commentaires. Suivra la période de questions et commentaires à partir de 20h15. Et on prévoit la fin de la soirée à 22h. Et la soirée sera clôturée par le maire, M. Martin Louis, qui a hier ouvert la consultation. Alors, quelques mots sur le déroulement de la consultation. Donc, on a eu, comme vous savez, hier une soirée qui avait le même format. À ce moment-là, on a fait une présentation un petit peu plus détaillée du plan d'urbanisme que ce qui vous sera fait ce soir. Donc, on a procédé de la même façon. Et je vous ai déjà expliqué comment on fonctionne ce soir. Vous avez aussi une période de commentaires écrits. Donc, si vous souhaitez transmettre des commentaires par écrit, vous pourrez le faire entre aujourd'hui et le 3 mars. Et une fois qu'on aura récolté tous les commentaires écrits, qu'on aura fait une analyse des différents commentaires émis pendant les soirées de consultation, on produira donc un rapport de consultation. Alors, pour ceux qui ont l'intention de se prononcer par écrit, donc vous pouvez transmettre vos commentaires, comme je l'ai mentionné, par écrit avant le 3 mars prochain. On vous demande de respecter un maximum de 10 pages. C'est quand même pas mal de pages. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 pages. On vous encourage à écrire ce que vous avez à dire, mais on ne souhaite pas avoir 3 volumes de 50 pages. Mais donc, on vous encourage donc à vous limiter à un nombre de 10 pages et aller directement au but. Ça va être important pour vous d'écrire vos coordonnées sur cette communication écrite que vous pourrez transmettre soit par courriel à l'adresse qui est mentionnée à l'adresse courriel ou à l'adresse postale que vous voyez ici, donc à la direction du greffe et du contentieux de la ville. Alors voilà, donc on va passer maintenant à la première présentation qui va être sur le plan d'urbanisme. C'est à votre tour. Donc, bonsoir, je me présente Caroline Pagé, je suis la chef de division urbanisme, permis et inspection. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, c'est un sommaire que je vous présente aujourd'hui en fonction de ce qui a été défini hier plus détaillé. Donc, comme le mentionnait précédemment M. Larose, le plan d'urbanisme découle du plan métropolitain d'aménagement, du schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil ainsi que de la vision stratégique 2035 de la ville de Saint-Denis. Donc, le plan d'urbanisme, c'est un document de référence de la ville en fonction de tout ce qui est relié au développement et l'aménagement du territoire. Donc, le contenu principal du plan d'urbanisme, on a une mise en contexte, un portrait du territoire et de la population, les orientations d'aménagement et de développement
concept d'organisation spatiale, les affectations du sol et densité d'occupation du sol, les secteurs de planification détaillés et dispositions particulières, les PPU, donc c'est ce qui va vous être présenté tout à l'heure, les cartes PPU, et le plan d'action. Donc, comme je mentionnais précédemment, au niveau du plan d'urbanisme, on retrouve les orientations d'aménagement et de développement. Donc, les orientations correspondent à une ligne directrice qui émane des systèmes de la vision stratégique. Donc, ici, on a la première orientation qui correspond au milieu naturel intégré. Donc, dans le plan d'urbanisme, c'est la carte numéro 2 qu'on retrouve. Et à ce niveau-là, on a 3 orientations. On a mettre en valeur la trame verte et bleue, assurer la protection des milieux naturels d'intérêt et s'adapter aux changements climatiques et améliorer la qualité de l'environnement du milieu de vie. Donc, au niveau de la carte, entre autres, ce qu'on retrouve, 2 éléments principaux, c'est les écosystèmes d'intérêt qui y sont représentés, ainsi que le milieu naturel. Ensuite, comme seconde orientation, on a des quartiers de qualité. Donc, les 3 orientations des quartiers de qualité, on a assurer la vitalité du centre-ville et promouvoir son développement, consolider et améliorer la qualité des quartiers existants, planifier le développement des nouveaux quartiers selon des approches innovantes. Donc, à ce niveau-là, entre autres, on retrouve les secteurs du Sud 116 et le secteur des promenades, qui sont 2 secteurs qui sont, pour le futur, les secteurs qui seront le plus développés et visés au niveau du développement résidentiel. Ensuite, on a les milieux agricoles protégés et les activités agroalimentaires de proximité. Donc, 3 orientations encore à ce niveau-là. Assurer la protection et la mise en valeur des terres agricoles, promouvoir les activités agricoles qui favorisent la notion de ville nourricière, et développer le potentiel agro-touristique. Donc, au niveau du territoire de la ville de Saint-Bruno, la zone agricole permanente occupe environ 30% de la superficie totale du territoire. Ensuite, on a les milieux économiques et de travail attractifs et durables. Donc, les 3 orientations, c'est renforcer le rôle économique de la ville, optimiser les espaces industriels sur le territoire, développer l'offre commerciale et le potentiel touristique. Donc, comme il a été mentionné hier, Saint-Bruno est le 3e pôle industriel le plus important au niveau de l'agglomération de Longueuil. On a près de 144 hectares à développer encore au niveau industriel. Et au niveau du secteur des promenades, c'est identifié comme étant le 4e pôle en importance au niveau commercial de l'agglomération de Longueuil. Ensuite, on a les milieux communautaires, culturels et de loisirs dynamiques et adaptés. Donc, les 3 orientations sont adapter l'offre de services et d'équipements municipaux aux besoins de la population, développer une offre de services de loisirs et communautaires complète sur l'ensemble du territoire, promouvoir la vie culturelle et la mise en valeur du patrimoine. Donc, évidemment, ces éléments-là sont reliés aussi avec l'augmentation de population, plus de services. Ensuite, on a une mobilité et une accessibilité efficiente. Donc, les orientations, on retrouve faciliter les déplacements en privilégiant les transports collectifs et actifs, planifier la relocalisation de la gare à proximité des lieux urbanisés, assurer l'efficacité et la sécurité des déplacements sur le réseau routier. Donc, comme je mentionnais tantôt, le plan d'urbanisme, on retrouve les orientations, mais on y retrouve aussi les affectations du sol et les densités d'occupation. Donc, le territoire de la ville de Saint-Bruno est défini en affectation, que ce soit au niveau agricole, résidentiel, industriel, commercial. Et dans le fond, de chacune de ces affectations-là, on vient officialiser dans le règlement de zonage et préciser quel type d'usage exactement on va avoir dans chacun des secteurs de la municipalité. Donc, au niveau des affectations, on retrouve à cet endroit-là aussi des usages dominants. Donc, si on a une zone, une affectation résidentielle, évidemment, l'usage dominant va être le résidentiel.
On a une affectation commerciale. L'usage dominant serait le commercial, mais on pourrait avoir dans les usages complémentaires du résidentiel. Donc, par la suite, tout ça s'est repris pour aller spécifier au niveau du règlement de zonage les usages spécifiques dans chacun des secteurs. Merci beaucoup, Mme Pagé. Alors, avant de profiter de cette transition pour une petite annonce ici, il y a une voiture qui a des phares allumés, c'est une Toyota grise et le numéro de plaque est le 192 WDM. Alors, le deux propriétaires de cette voiture, on suggère d'aller fermer vos phares. On va passer à la prochaine étape, donc sur les programmes particuliers d'urbanisme. Alors, Mme Fortin, on va commencer. Bonjour. En fait, aujourd'hui, le but de la séance est de vous présenter les programmes particuliers d'urbanisme qui se trouvent à être 4 annexes du camp d'urbanisme. Un programme particulier d'urbanisme, c'est une planification détaillée d'un secteur que la Ville considère comme étant stratégique, qui est accompagné d'une programmation mise en œuvre. Donc, peut-être avant de commencer, je tiens à souligner la participation de citoyens pour chacun des 3 premiers PPU qu'on va vous présenter. Il y avait un comité de suivi qui était formé de citoyens, de partenaires du milieu, d'élus. Donc, ces comités-là étaient composés d'environ une quinzaine de personnes qui ont suivi la démarche, qui nous ont accompagnés aussi dans la conception des choses. Donc, je vais simplement souligner leur participation et comment leur rapport a amené la réflexion à aller plus loin. Donc, je vais commencer avec le PPU du secteur du centre-ville. Je sais que chacun d'entre vous savez d'instinct où se trouve le centre-ville. Il se trouve au cœur du milieu bâti de Saint-Bruno. Donc, il est facile d'accès pour la majorité des quartiers résidentiels. Ce qui en fait un secteur, donc, disons, qui a su conserver son dynamisme malgré que certaines autres villes, des centres-villes sont en déclin. À Saint-Bruno, la santé du centre-ville est à souligner. À l'époque, on considérait le centre-ville être limité par les zones où il y avait une offre commerciale. Notre approche cette fois-ci, c'est en fait le centre-ville se délimite maintenant avec tout ce qui regroupe une concentration d'activités diversifiées, que ce soit en type commercial, oui, mais aussi communautaire et pas d'emploi. Donc, nos limites du centre-ville ont changé. Un autre élément important que je tenais à souligner, c'est que la population qui réside dans le territoire du centre-ville diffère grandement au reste de la population de Saint-Bruno. Entre autres, on retrouve beaucoup plus de personnes âgées, de personnes vivant seules, de familles monoparentales et de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, comparativement au reste de la ville. Ça s'explique en grande partie que l'offre de logements locatifs se retrouve majoritairement dans les secteurs de recensement qui composent le centre-ville. Un programme particulier d'urbanisme, c'est une planification sur un horizon de 10 ans. On doit se donner une vision à atteindre dans les 10 prochaines années. Pour le centre-ville, ce qu'on s'est donné comme vision, c'est un centre-ville convivial, dynamique et accessible. 3 objectifs nous ont guidés, en fait, pour y arriver. Donc, de créer un milieu de vie complet à échelle humaine, de faire du centre-ville un milieu d'affaires d'exception et un milieu accessible misant sur la mobilité durable. Donc, plusieurs stratégies ont été présentées dans le programme particulier d'urbanisme pour arriver à ces 3 objectifs-là. Une première stratégie, c'est de s'assurer qu'il y ait un renouvellement de l'offre autant dans les espaces publics que dans l'offre communautaire. En termes d'offres communautaires, il y a deux projets structurants qui ont été identifiés pour le programme particulier d'urbanisme. Les détails restent à peaufiner, mais déjà on annonce qu'un pôle multisport serait à créer sur une partie de l'actuel parc de la Rabassalière et un pôle de l'Hôtel de Ville, une espèce de centre civique qui regrouperait des nouvelles infrastructures de bibliothèques, par exemple,
vraiment voué à la culture, prendrait place à l'actuel hôtel de ville. Ensuite, si on veut que le centre-ville soit un véritable milieu de vie, encore faut-il pouvoir l'aider. Un des enjeux avec la nouvelle définition des limites du centre-ville, c'était la cohabitation entre le centre-ville et les secteurs résidentiels connexes. Donc, en imbriquant dans le centre-ville certaines portions résidentielles de plus faible densité déjà existantes, on vient donc s'assurer que l'arrimage se fait en douceur. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est des secteurs résidentiels déjà construits, donc qui restent à consolider. Et ce que vous voyez en orange, c'est des sites qui ont été ciblés pour augmenter un peu la densité puis changer de cadre bâti et l'offre, disons, unifamiliale qui est déjà présente sur le territoire et d'en faire des milieux de mixité verticale, c'est-à-dire des commerces au rez-de-chaussée avec des habitations à l'étage. Le Nord Saint-Bruno est un excellent exemple. Stratégie de gestion des hauteurs. La hauteur des bâtiments à venir est un enjeu crucial quand on pense à la cohabitation avec les zones résidentielles à proximité des centres-villes et à l'échelle humaine, soit regardée en centre-ville. Donc, on a réparti des étages en des zones de 2 à 6 étages. Présentement, pour vous donner une échelle de grandeur, le manoir Saint-Bruno, ici. Donc, le manoir Saint-Bruno, on est actuellement à 5 étages. Le 6 étages qui est posé, c'est uniquement le site AgroPur qui est voué à être développé autrement, dès qu'on dépasse les 2 étages, il y a des reculs pour les étages subséquents qui seront exigés. Une autre stratégie est celle de la consolidation de la rue Montarville. 3 grands éléments à retenir ici. Autant la consolidation commerciale, oui, et toujours dans le but de participer au milieu de vie que sera le centre-ville, on propose de réintégrer la fonction résidentielle sur la rue principale. Jusqu'à présent, il était impossible d'avoir des logements aux étages de commerce. Maintenant, donc, on va réintégrer la fonction résidentielle. Aussi, le programme propose un réaménagement complet de la rue Montarville avec des aménagements qui vont sécuriser et améliorer le confort des piétons et des cyclistes. Ce qui m'amène à l'autre stratégie qui est le confort des piétons et des cyclistes. Cette fois, un peu partout, en fait, dans les limites du centre-ville, dès qu'il y aura des interventions sur le domaine public qui seront faites, la priorité sera toujours donnée aux piétons et cyclistes pour leur confort et leur sécurité. Ici, ce que vous voyez, c'est disons une vue du futur de ce que pourrait devenir la place du village lorsque l'intersection de Montarville et la Basse-Tavière sera réaménagée, afin que, lors de tenue de grands événements, l'intersection pourra être fermée et agrandir la place disponible pour la place du village. Stratégie de transport durable, cet élément-là, c'est en fait le réseau de transport de Longueuil qui nous a mentionné que pour elle, l'intersection de Clairvue et de la rue Montarville est une intersection stratégique pour Saint-Bruno et souhaitait en faire une espèce de mini-terminus pour notre ville. Donc, on a tout à fait adhéré à cette proposition-là et d'implémenter un peu en lui faisant en fait un point de desserte de différents modes de transport, que ce soit le point de chute pour les taxis, les vélos ou autos libre-service. Enfin, une stratégie de stationnement pour le rendre plus petit et plus vert, parce que tous les développements qui sont proposés, là, je n'ai pas eu le temps de faire la liste avec vous, mais il y a beaucoup d'espaces de stationnement qui nous apparaît comme de l'espace sous-utilisé pour un centre-ville. Le stationnement occupe 20% du territoire du centre-ville. Donc, en trouvant de nouvelles stratégies et de façon de densifier le stationnement, ça va pouvoir laisser place à de potentiels développements.
présentation pour le centre-ville. C'est sûr qu'il y a plusieurs projets à venir, puis plusieurs sites voués à être qualifiés dans les prochaines années pour le centre-ville. Clairement, le site d'AgroPur sera le premier de ces sites. Donc, j'avais envie de vous laisser avec l'image de ce que pourrait être, une fois toutes ces stratégies-là mises ensemble, la vision d'avenir. Donc, ici, vous avez une petite maquette 3D de ce que pourrait devenir le nouveau quartier d'AgroPur. On propose, entre autres, de faire une nouvelle rue dans le prolongement de la rue de l'Hôtel de Ville, pour vous situer. Donc, ici, vous avez la rue Compostarière, Roberval, et ici, Montarville. Ici, vous avez la place du village. Donc, le site AgroPur, c'est ce que vous voyez ici. Ce qui est proposé, c'est de faire dans le prolongement de la rue de l'Hôtel de Ville une nouvelle rue qui connecte sur la rue Montarville. D'avoir des bâtiments qui accueillent une offre commerciale, de bureaux et résidentiels. Ce qui était primordial aussi pour la ville, c'est de faire en sorte que la rue Lansdowne puisse rejoindre la place du village, donc de créer en fait des nouveaux liens dans le grand îlot. Excusez, je n'apprends pas. Donc, ici, un chemin serait créé. Comme je vous disais, c'est le seul endroit où la modulation des hauteurs pourrait atteindre jusqu'à 6 étages. Pour le quartier Sabourin, première chose, le situer dans la ville. Vous voyez, c'est la tache en bleu. On voit que c'est en fait un très gros morceau de la ville, puis on voit aussi à quel point il est un peu excentré du milieu bâti actuel. Si on regarde un peu plus proche le secteur, on se rend compte qu'actuellement les activités qu'on y retrouve sont majoritairement des activités agricoles. Le seul tracé, la seule voie qui le traverse, c'est la montée Sabourin. La limite sud du secteur, c'est le ruisseau Mancé, un ruisseau très important au niveau de biodiversité pour la région. Il est aussi traversé par le ruisseau des Frères. Sur le territoire à l'étude, on a inclus la rue Gardenville et aussi le pôle commercial au coin de Seigneurial et la 116, afin d'en prendre compte pendant notre planification. On a aussi intégré le site de dépôt à neige usée qui se trouve en fait sur la rue Marie-Victorin, au nord de la route 116. Car c'est le site qui serait destiné à accueillir la nouvelle gare, dans le cadre d'une relocalisation de la gare. Dans une planification d'un tel site, une des premières choses à faire, c'est d'évaluer c'est quoi les contraintes et les potentiels associés au site. C'est un peu ce qui va nous guider et avec quoi on va travailler tout au long du processus. Donc, ce qu'on peut retenir rapidement, c'est sur le site, il y a présentement 3 bâtiments patrimoniaux. On retrouve aussi des milieux naturels d'exception. Je viens de le mentionner, le ruisseau Mancé et le ruisseau des Frères, et quelques milieux humides. Par contre, le site connaît des problèmes de drainage dus à la composition des sols. C'est sûr que la présence de l'autoroute 30 et de la route 116 amène avec elle un bagage de contraintes, que ce soit au niveau sonore ou de vibration, qui vont venir influencer le développement du secteur. Et évidemment, j'en suis certaine, vous êtes tous bien au courant des problèmes de congestion routière à l'intersection de la 116 et du boulevard Seigneurial, et qui fait en sorte aussi que la montée Sabourin a beaucoup de pression puisque c'est les 2 seules portes d'entrée au secteur. Donc, comment composer avec tout ça et de faire en sorte que le quartier à devenir soit une véritable partie de la ville et non pas un appendice qui autonome. Ça devenait donc l'objectif premier, donc de faire un quartier modèle aux couleurs de Saint-Bruno. Schématiquement, comment on peut le représenter? En fait, c'est
vous voyez que la montée Sabourin reste notre élément porteur, notre colonne vertébrale qui nous lie au reste de la ville. Au centre, on voit un cœur qui est en fait la jonction avec une future rue principale qui ferait un lien nord-sud et dans sa poursuite, advenant le déménagement de la gare, un lien avec aussi le nord de la route 116. Autour de cette structure de rue principale-là, on voit deux poches résidentielles en jaune et évidemment la mise en valeur des milieux naturels. Donc, pour nous accompagner dans nos réflexions, on s'est donné 3 orientations d'aménagement. La première étant de créer un quartier connecté et accessible. Pour ce faire, on va favoriser la mobilité durable. À l'intérieur même du quartier, ce qui est proposé, c'est tout un réseau de parcours cyclo-piétons hors rue, donc en site propre, qui relie chaque grand espace vert du quartier. De plus, on va prôner une trame de rue qui va faire en sorte que le réseau de transport en commun soit efficace, puis que les points de dessert soient stratégiques et facilement accessibles pour la population résidente. Enfin, évidemment, la question de la relocalisation de la gare est primordiale ici. Évidemment, on change les quais de la gare seront toujours du côté nord de la route 116. Par contre, il serait prévu que l'ensemble des aménagements accompagnant une gare, donc stationnement incitatif, arrêt d'autobus et compagnie, soient localisés principalement au sud de la route 116. Les deux côtés seraient reliés par une passerelle ou une voie souterraine. Reste à détailler l'aménagement, mais cette gare-là deviendrait non seulement une gare de train, mais aussi en fait une gare multimodale. Parce que, advenant le développement du quartier, la FTL considère le tracé de montée Sabourin comme un lien hautement stratégique pour eux. Donc, ça deviendrait un point de chute pour plusieurs lignes. Voilà. Et c'est donc, la relocalisation de la gare, comme je viens de vous présenter. Ici, c'est schématiquement un des aménagements qui pourrait être envisagé. La deuxième condition aussi en termes d'accessibilité, c'est de faire en sorte que la reconfiguration de la route 116 soit revue, afin d'appeler des vitesses beaucoup moins grandes. En fait, toute la section à l'est de l'autoroute 30, de la 116, serait amenée à être apaisée, disons, pour permettre un accès direct entre la 116 et le secteur Sabourin. Ces deux conditions-là, c'est-à-dire une façon de passer du nord au sud de la 116 pour piétons et cyclistes et un accès direct au secteur de la 116 pour les automobilistes, deviennent des conditions sine qua non pour le développement du secteur tel que planifié. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième orientation est de créer une nouvelle vitrine pour la ville en développant un quartier intégré des éco-quartiers. Pour y parvenir, on souhaite tout d'abord que le quartier participe au projet de ville nourricière de la ville, que ce soit avec des zones d'agriculture urbaine. Le projet prévoit un 8 hectares productif sur l'ensemble du secteur, ou que ce soit par l'intégration d'agriculture urbaine dans les milieux bâtis, ce qu'on connaît plus, ce qui est plus courant, par exemple, sur des jardins communautaires ou des toits verts. On propose aussi de mettre en valeur les perspectives visuelles et le patrimoine bâti, qui sont aussi deux éléments associés au caractère agricole historique du site. De mettre en valeur et le ruisseau Massé et le ruisseau des Frères, avec des propositions soit d'aménagement ou de protection du milieu. On propose aussi de gérer localement les eaux de surface en réponse aux problèmes de drainage que connaît le site, donc d'amoindrir les infrastructures, disons, plus lourdes pour gérer, pour capter les eaux et les traiter autre part, de traiter les eaux de surface in situ. Et notre
orientation était de créer un faubourg du 21e siècle. Plus précisément, ce que ça veut dire, c'est de proposer une offre résidentielle qui réponde à plusieurs besoins, à des ménages variés, mais aussi qui est répartie judicieusement sur le territoire. Ici, on parle de modeler les hauteurs, modeler les densités, puis proposer des types de résidences en fonction de l'environnement d'accueil, c'est-à-dire si le développement à côté de la rue Gardenville, qui est déjà construit et accueille des maisons familiales, ce qui sera proposé de réaliser à côté, ce sera en fait quelque chose qui ressemble au milieu d'accueil, donc du 2 étages maximum, avec des résidences unifamiliales. Alors qu'au cœur, si on se une rue principale forte, nécessairement le caractère devra être plus urbain. Donc on va proposer un peu plus de densité, plus de hauteur. Aussi, pour créer une centralité forte et permettre une vraie qualité de vie pour les résidents, on souhaite répondre à leurs besoins quotidiens avec une offre de commerce et de services de proximité. Encore une fois, on parle ici à consolider la rue commerciale et la rue principale avec ces activités-là. Et finalement, tout ce qui est l'idée de communauté, de consolider les liens sociaux, sera aussi concrétisé dans le cœur du quartier, autour, autour de la rue principale toujours. Donc, c'est sur cette image de collectivité que je vais passer la parole à mon collègue. Merci, Mme Fortin. Alors, ce qui vous a été présenté par Mme Fortin, ce sont de nouveaux plans particuliers d'urbanisme qui sont intégrés à l'intérieur de la réglementation, de nouveaux plans d'urbanisme. Moi, ce que je vais vous présenter, ce sont 2 secteurs. Alors, premièrement, le secteur des promenades, lequel fait déjà partie du plan d'urbanisme qui a été adopté à l'automne 2005 par le conseil municipal. Étant donné qu'on revoit la réglementation d'urbanisme, on doit reconduire ces 2 outils-là, alors autant le secteur des promenades que le secteur de l'écoparc industriel. Pour ce qui est du secteur des promenades, bien important de le définir, alors c'est la section que vous voyez à gauche. Alors c'est une forme triangulaire qui est délimitée par la route 116, par les limites avec la ville de Longueuil, l'arrondissement Saint-Hubert, et par l'arrière des commerces, Walmart et compagnie à cet endroit-là. Alors c'est assez en friche en ce moment. Okay, maintenant. Alors, qu'est-ce qui est bien important, c'est qu'on prévoit cet endroit-là un quartier viable et intégré. Alors, les orientations d'aménagement sont les suivantes. Optimiser l'utilisation des ressources foncières, favoriser la mobilité durable, protéger et mettre en valeur des composantes d'intérêt écologique et limiter l'impact des contraintes anthropiques et engendrer une mixité sociale. Synthèse des principaux atouts, contraintes et potentialités. C'est bien sûr, quand on examine un site, on doit regarder ce qu'il y a sur ce site-là. Alors, premièrement, les contraintes au niveau du secteur, mais c'est un enclavement entraînant une accessibilité limitée à l'échelle locale. Alors, il est accessible par la rue Raoul, le port des promenades, par la rue de l'Étang, et il est vraiment limité au niveau de son accès avec les limites de la ville de Saint-Hubert. La connexion est très peu limitée et peu sécuritaire en transport actif. Les nuisances sonores et vibrations liées aussi à la présence de la route 116 et de la voie ferrée, ce n'est pas négligeable. Et la localisation du Cérémo, ça c'est la future usine de biométhanisation qui va être construite éventuellement sur le territoire de la ville de Longueuil, mais juste aux limites de la ville de Saint-Bruno aussi, qui est dans ce secteur-là. Et naturellement une capacité limitée dans ce secteur au niveau des équipements sanitaires. On parle de l'égouts sanitaire. Il ne faut pas oublier que nous, on s'en va pas vers la ville de Longueuil avec nos égouts sanitaires, on s'en va vers les étangs de Saint-Basile. Et c'est
est assez loin, on est aux limites complètement. Il y a des limites au niveau des capacités des égouts à cet endroit-là. Les atouts du secteur, alors, il n'y a pas seulement des contraintes, naturellement, il y a des atouts très importants au niveau naturel, premièrement. Il y a la décharge des soiles, ça s'appelle. C'est de ce nom-là, et dans la riveraine. Alors, c'est un grand cours d'eau très important qui a beaucoup d'eau à cet endroit-là, qui longe la limite entre Saint-Bruno et l'arrondissement de Saint-Hubert. Et il y a aussi un milieu humide qui est connecté à la décharge des soiles, qui est une très très grande superficie. Vous pouvez le voir dans la partie triangulaire en bas. Au niveau du potentiel, maintenant, il y a des nouvelles infrastructures de transport véhiculaire et collectif prévues à l'échelle de l'agglomération dans ce secteur-là. C'est un pôle très, très, très important, le secteur des promenades Saint-Bruno. Il y a des exigences au niveau de densification, naturellement, parce qu'il y a des transports collectifs qui vont être installés à cet endroit-là. Il y a l'aire de la gare de la gare de Saint-Hubert en ce moment qui est là. La gare, elle est là. Donc, il y a certaines obligations. Quand elle va être déplacée, ça va être différent. Et il y a un corridor aussi, le boulevard Moïse-Vincent, qui devrait venir éventuellement traverser ce secteur-là, la partie gauche de la partie triangulaire, qui est un axe important au niveau du transport en commun pour l'agglomération. Et la possibilité de diversifier l'offre de logement, tant en termes de typologie que de valeur. Donc, le type de commerce ou de bâtiment résidentiel qu'on va se trouver à cet endroit-là, ça va être assez différent du périmètre de ce qu'on connaît en ce moment à Saint-Bruno, étant donné que c'est un peu plus éloigné. Et la possibilité de connexion avec le nord de la route 116, naturellement, il y a quand même une délimitation qui pourrait se faire, ou une connexion qui pourrait se faire par le boulevard Louis-Vincent éventuellement. Intégration dans les structures urbaines, mais naturellement, il y a une volonté de connecter le secteur au secteur adjacent. Alors ça va se faire principalement par la rue de l'Étang. Ceux qui s'en souviennent, c'était avant le boulevard Jutras. Et ça, il se dénommait comme ça. Alors, quand vous allez à cet endroit-là, vous voyez un gros boulevard avec un terre-plein. Alors ça, c'était prévu. Ça a toujours été prévu pour se diriger, pour desservir ce secteur-là. Alors, la volonté aussi de créer des pôles à différentes échelles, le regroupement des activités de nature différentes, et la volonté de faire rayonner les effets de ce développement sur le secteur adjacent. Au niveau des aires d'affectation, on en a parlé tantôt, quand on parle d'aires d'affectation, c'est quel usage est-ce qu'on voit à tel endroit sur le terrain. Alors, on a des usages mixtes qui seraient prévus en bordure du boulevard Saint-Bruno et à l'intérieur du prolongement de la rue de l'Étang. Il y a une densité résidentielle de haute densité aussi qui est prévue. Et vous allez voir, vous constatez aussi la grande superficie d'espace vert. Alors, c'est récréation et protection. Alors, c'est en grande partie le milieu humide qui est existant, qui va être conservé, ainsi que toutes les bandes riveraines de la décharge des soiles. Alors, très, très, très important, et à l'image de la ville de Saint-Bruno. Les intentions d'aménagement, maintenant, c'est de créer un quartier complet, dense et compact, avec un centre animé. Un petit peu comme on mentionnait au niveau sud 116, projet Sabourin, c'est comme enclavé par lui-même, donc on doit créer l'entièreté des services nécessaires pour desservir cette population-là, aussi à cet endroit-là. Favoriser la mobilité durable, assurer des connexions avec les secteurs environnants, atténuer les contraintes de la route française, protéger et mettre en valeur les milieux naturels, assurer des aménagements écologiques et durables et offrir des types d'habitation variés. Au niveau des aménagements, il y a 3 scénarios qui sont prévus. Le premier, celui qui est du côté gauche, c'est celui où on tient compte du prolongement, de la réalisation éventuellement du boulevard Moïse-Vincent. Si jamais ce boulevard-là ne se faisait pas, il y a quand même 2 options qui sont présentées à droite. On parle d'une densité de 75 logements à l'hectare. Pour vous donner une petite idée, à Saint-Bruno, en ce moment, la moyenne, c'est 10 logements à l'hectare. Donc, c'est beaucoup plus dense à cet endroit-là. Et le nombre de logements projetés, c'est entre 1600 et 1900 selon le scénario qui va être réalisé finalement. Seulement une petite note, une bonne année de construction à Saint-Bruno, là,
de 120. Une très bonne année, c'était 150 logements par année. Alors, quand on parle de 1900, quand les rues vont être faites, avec les autres territoires à développer, ça ne se fera pas en criant ciseaux, c'est sur plusieurs années au niveau de ce développement. Maintenant, l'écoparc industriel. Alors, l'écoparc industriel est situé, bon, c'est une zone aéroportuaire, ça fait partie de la zone aéroportuaire de Saint-Bruno de Montarville. C'est un ensemble économique d'importance métropolitaine et régionale. Sa localisation stratégique aux abords de l'autoroute 30 et sa superficie vacante en font un secteur stratégique de choix pour le développement d'activités industrielles de prestige. À cet égard, la ville de Saint-Bruno veut se doter d'un outil de planification, soit le programme particulier d'urbanisme, le PPU, pour établir une vision d'aménagement de grande qualité. Alors, c'est un parc industriel, oui, mais il y a certaines exigences qui sont attitrées pour ou affectées à cette superficie de terrain-là. Bon, au niveau macro, on voit quand même son positionnement qui est quand même très, très, très important à l'intersection de la route 30 et de la route 116, l'accessibilité aussi des autoroutes 10 et 20 et très près de la ville de Montréal, le port de Montréal aussi, les aéroports et tout ça. Alors, stratégiquement, Saint-Bruno est très, très bien positionné quant à ces deux parcs industriels, mais aussi l'écoparc industriel. L'écoparc industriel, il est délimité par le boulevard Clairvue, par l'autoroute 30, la route 116 et les limites municipales avec la ville de Saint-Hubert, la ville de Longueuil, maintenant arrondissement Saint-Hubert. On retrouve la voie ferrée du Canadien national qui est là, qui n'est pas tellement fréquentée en ce moment, pas utilisée beaucoup. Il y a la route 116 avec la voie ferrée qui longe, naturellement la route 116, la gare actuelle de l'AMT qui est là, une très grande superficie de milieu humide qu'on peut constater à gauche de la carte. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le canal Saint-Bruno est traversé par le canal Saint-Bruno. Ce secteur-là est traversé par le canal Saint-Bruno, ce qui en fait un attrait quand même important au niveau du type de parc industriel qu'on veut créer à cet endroit-là. Alors, le parc d'affaires attractif et durable, les orientations d'aménagement, c'est pas tellement compliqué, c'est établir un développement industriel de prestige et optimiser le réseau routier et les infrastructures municipales. Alors, au niveau de l'intégration, des intentions d'aménagement, alors c'est premièrement de mettre en valeur les vitrines de l'autoroute 30 et de la route 116, très, très, très important et très visible, attirer des entreprises éco-responsables, assurer les constructions et les aménagements qui sont durables, favoriser les déplacements actifs et collectifs, mettre en valeur le canal Saint-Bruno et les milieux naturels, aménager les rues de façon écologique. Alors, c'est une vision qui est donnée et c'est aussi comme un plan commercial au niveau de la municipalité pour attirer certaines industries. Il y en a qui se sont installés à cet endroit-là, justement parce qu'ils cherchaient autre chose qu'un parc industriel régulier. Au niveau du scénario d'aménagement, c'est une grille de rue qui est proposée. Ces grilles de rue-là peuvent varier selon les usines et les industries qui viennent s'établir. Ils peuvent être plus petites, ils peuvent être de plus grande superficie. Les rues peuvent aussi changer d'endroit, c'est possible, mais il y a une orientation qui est donnée. On doit montrer un petit peu aux gens c'est quoi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme voisin de leur nouvelle entreprise. Alors, on voit que c'est très important d'aménager les portes d'entrée à l'écoparc. Alors, il y en a deux qui sont prévues. Une au bout de la rue René Descartes, qui existe en ce moment, et une pour le futur prolongement de la rue Jean-Talon, si la rue Jean-Talon se réalise à un moment donné. Il y a aussi la construction de la rue Jean-Talon, parce que c'est une très grande superficie de terrain. Alors, si jamais il y a nécessité de venir couper ce terrain-là en plus petite superficie, la rue Jean-Talon pourrait être une avenue de développement. La transformation de la rue Graham-Bell en parc linéaire, ça c'est la petite rue qu'on sert en ce moment pour se rendre à la gare. Mais ça donne entre le bois ferré et l'arrière-cour de certains bâtiments, entre autres Bombardier et Boiron. Alors ça, c'est prévu que ce soit éventuellement abandonné comme voie de circulation et aménagé en parc linéaire. Il y a des aménagements de liens piétonnés et cyclables à l'intérieur du
de l'écoparc. Vous constaterez dans les parcs industriels de Saint-Bruno, les heures de midi, il y a énormément de travailleurs qui se promènent. C'est pas nécessairement, ils n'ont pas seulement des fois 30 minutes pour manger leur lunch. Il faut qu'ils veulent aller se promener, ils veulent prendre de l'air. On veut leur offrir des endroits intéressants et qui peuvent se promener, entre autres en bicycle ou à pied à l'intérieur de l'écoparc. La protection du milieu humide et boisé qui existe d'ores déjà aux limites de la propriété et aux limites de la ville de Longueuil. Des aménagements de parcs. Alors, c'est bien important. Il y a justement un parc qu'on vient de faire un échange avec le propriétaire, M. Lecter. Alors, on va pouvoir aménager le parc qui est limitrophe au canal Saint-Bruno. Aménagement d'un parc linéaire, justement, en bordure du canal Saint-Bruno. La ville a acquis environ 100 pieds de largeur de terrain en bordure du cours d'eau qui est là. Ça va nous permettre de faire des aménagements pour l'écoparc. Alors, voilà, ça fait la présentation. Alors, merci M. Larose et Mme Fortin. Avant que vous quittiez la pause, je vois que je vais vous donner quelques consignes. On m'a également demandé d'être un peu plus clair sur le fonctionnement de la période de questions. C'est ce que je vais faire. Donc, pendant la pause, vous allez pouvoir vous inscrire à la table qui est juste à côté de la porte de la sortie ici. Vous devez vous inscrire pour pouvoir intervenir et lorsque vous vous inscrivez, on va vous remettre un numéro et nous allons prendre les interventions dans l'ordre numérique. Donc, très important de vous inscrire, comme ça on va pouvoir vous appeler pour la période des questions et de commentaires. La table restera ouverte également lorsqu'on va reprendre. S'il y en a qui, pour lesquels il y a des questions qui surviennent ou des commentaires qui veulent émettre à ce moment-là, on va garder encore un peu de temps pour l'inscription durant la période de questions et de commentaires. Donc, à l'extérieur, il y a du café et des jus. On vous suggère en même temps, si vous avez des questions d'ordre d'intérêt personnel ou individuel qui concernent soit peut-être un peu moins le plan ou des aspects qui concernent la ville, les gens de la ville sont à l'extérieur pour pouvoir répondre à vos questions et prendre des commentaires. Donc, on va reprendre à 8h15 et vous allez tous à venir ici à 8h15 et en fait, si vous voulez intervenir, vous inscrire.